recevons Ali Fary Ndiaye. Il est spécialiste des questions américaines. Bonsoir, Monsieur Ndiaye, merci d'être là. Bonsoir, Aram, merci de l'invitation. La cérémonie de certification de la victoire de Joe Biden au Congrès hier a été interrompue par des pro-Trump. Comment qualifiez-vous les événements qui se sont déroulés hier au Capitole? Merci de l'invitation. Vous avez parfaitement raison. La cérémonie d'hier avec les partisans de Donald Trump qui, pour la première fois dans l'histoire politique américaine, ont décidé eux-mêmes de s'attaquer aux institutions du gouvernement américain est effectivement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je crois que ça nous renvoie à ce que Talleyrand disait, qui disait que c'est un excès, dans son sens. Un excès apparaît à chaque fois qu'on dépasse les bornes. Et je crois que ce qui est fait a remis en cause la crédibilité de la démocratie américaine et a remis en cause 233 ans de vie démocratique estimée à travers le monde si on s'accorde sur le fait que depuis la Convention de Philadelphie en 1787, the Founding Fathers, les pères de la nation américaine, ont voulu créer un système politique démocratique où effectivement tout ce qui était excès et oppression qu'ils ont vécu en Europe et qui avait expliqué qu'ils prennent Mayflower pour aller aux États-Unis puisse être un mauvais souvenir. C'est pourquoi en regardant ces chaînes, ce qui est en train de se passer hier, on se rend compte qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'effectivement Donald Trump a la capacité de continuer à gérer, à diriger une nation aussi puissante que l'Amérique. Sa responsabilité est engagée. Il y a eu une dame qui a été blessée, finalement, qui a trouvé la mort. Le chef de la police qui nous dit également qu'aux alentours du Capitole, il y a eu également 3 personnes qui ont perdu la vie, même s'il n'a pas donné les conditions dans lesquelles ils ont perdu la vie. Qu'est-ce qui est prévu justement par la Constitution américaine quand on fait face à ce genre de situation? Bon, quand on fait face à ce genre de situation, la première responsabilité, c'est de voir comment effectivement mettre la responsabilité de Donald Trump avec ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est clair, c'est que les White Working Men, les WASP, les mouvements, les activistes de Donald Trump qui ont fait cet acte ne l'ont pas fait de manière délibérée. C'est à la suite d'un rassemblement que Trump lui-même a présidé et qui les a demandé d'arrêter le processus de remise en cause. Donc si la responsabilité de Trump est engagée dans cette affaire, il y a 2 choix possibles. Le premier, c'est tout simplement évoquer le 25e amendement de la Constitution américaine qui stipule que dans ces genres de situations, on constate l'incapacité du président à assumer les charges et les devoirs, les fonctions du président de la République. Et cela, c'est un élément suffisant pour le destituer. Pour que cela soit, il va falloir que le vice-président lui-même prenne l'initiative avec la majorité des membres du cabinet du président. Mike Pence. Et là, aujourd'hui, avant l'émission, on est heureux de voir que la présidente de l'Assemblée nationale américaine, Nancy Pelosi, et le leader des démocrates au niveau du Sénat, Jack Schumer, ont décidé eux-mêmes, sont en train de faire un point de presse pour demander à Mike Pence de prendre cette initiative de destitution rapide du président Donald Trump. Mais après 25 minutes sans réaction de Mike Pence, ils ont décidé eux-mêmes. Ils disent que la Constitution américaine donne au Congrès le pouvoir de destituer le président Donald Trump. C'est cette procédure qui est en train de se passer. Mais si ça se passe à Aram, ce sera quelque chose qui est historique, qui ne s'est jamais passé en Amérique. Il reste très peu de jours. Le 20 janvier est prévu la cérémonie d'investiture. En si peu de temps, est-ce que cela peut se faire? Je crois que ça peut se faire parce que pour destituer le président, il y a 3 options. La première, c'est l'impeachment. L'impeachment, c'est une procédure qui commence avec le département de la justice, qui va passer par un spécial procureur qui sera désigné, et ce sera maintenant au Congrès de voter. Ça prend du temps. On l'avait essayé avec Bill Clinton en 1990, avec l'affaire Monesky, et Bill Clinton a été sauvé. On l'a essayé avec Donald Trump, avec le procureur Barr, après qu'il ait éjecté le ministre de la Justice, le directeur du FBI, James Comey. On avait essayé avec le procureur Mueller. Les démocrates, les républicains avaient voté pour empêcher cela. Ça, c'est la première procédure. Et ça prend du temps, vous l'avez dit. Donc, la procédure la plus rapide aujourd'hui, c'est tout simplement invoquer le 25e amendement. Maintenant, si cela se réglait aujourd'hui, c'est-à-dire si on constate que Donald Trump a trahi la nation américaine au point qu'il n'est pas capable de les diriger, est-ce que le schéma qui peut se passer ne peut pas lui être favorable si on sait que Donald Trump aujourd'hui est en train d'éviter des poursuites judiciaires après son mandat?
Parce qu'en 1974, on a vu que quand le président Nixon avait démissionné, Oui. son vice-président Ford a pris le pouvoir. Et Ford, en prenant le pouvoir, a pris un acte important pour amnistier le président Nixon de tous les actes qu'il a eu à faire pendant, avant et après son mandat. C'est ce qui a empêché au président Nixon d'aller en prison. Maintenant, Mike Pence, qui a été choisi par Donald Trump, est-ce que si par extraordinaire il était dans cette situation, est-ce qu'il ne prendrait pas une telle décision qui permettrait d'amnistier un peu Trump sur les crimes qu'il a eu à faire? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Quel est le risque aujourd'hui de laisser le président Trump continuer à gérer jusqu'au 20 janvier? Le risque, c'est tout simplement que la cérémonie de 20 janvier soit effectivement, qu'il sabote la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Joe Biden. Même si après la pression et la forte pression qu'on a eue sur lui, il a promis de laisser assister à ce qu'on ait une smooth transition. C'est-à-dire qu'il va s'assurer qu'en tout cas, qu'il va donner le pouvoir le 20 janvier de manière démocratique avec toute la solennité qu'on connaît au président Joe Biden. Parce que vous savez, c'est la chose la plus solennelle. Les anciens présidents vont assister. Le président George Bush a annoncé qu'il sera là-bas. Obama, il sera là-bas. Bill Clinton, on attend encore. Il est en train de faire des arrangements avec son épouse pour voir qu'il sera là-bas. Donc c'est ça la crainte, de voir Donald Trump saboter toute la solennité de la démocratie américaine et remettre en cause ce qu'on appelle l'œuvre de tant d'années de civilité. Il a promis une transition ordonnée, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce qu'apparemment, il est plein de surprises. En tout cas, moi, Donald Trump, dans ce genre de situation, je ne peux pas lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, il a montré les limites quand même de son objectivité. Quand on va jusqu'à attaquer les institutions fédéraux aux États-Unis, ça devient automatiquement ce qu'on appelle une félonie, un crime pénal. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, même sur la question de l'amendement, de l'immunité du président, la Constitution américaine a été un peu évasive sur la question. Parce que quand certains pensent qu'il fallait donner une immunité au président jusqu'à la fin et après son mandat, d'autres ont pensé qu'en donnant une immunité au président, on remet en cause le principe sacro-saint du check and balance, de la séparation des pouvoirs. Oui. Et en mettant en cause ce principe de la séparation des pouvoirs, on remet en cause ce qui a été l'élément fondamental de la Constitution américaine. Nobody is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais comme on est dans un système anglo-saxon qui est différent de notre système, un système où il est préférable de laisser un homme coupable retrouver la liberté plutôt que de condamner un innocent de manière injuste, on peut s'attendre à ce que tout simplement que des poursuites ne soient pas tenues à cause de l'élégance, de la courtoisie des institutions américaines. Sur le plan politique, ce qui s'est passé hier au Capitole, ces violences, est-ce que cela affaiblit ou renforce le président Trump? Oh, ça l'a affaibli. Parce que vous savez, le vice-président Mike Pence, qu'il avait demandé de bloquer le processus de certification à un certain moment, quand il a vu cette action de remise en cause, d'attaquer le Congrès avec ses partisans, il s'est désolidarisé. Lindsey Graham, qui est le sénateur le plus proche de Donald Trump, de la Caroline du Sud, qui avait même menacé le secrétaire général de la Géorgie, a profité de ça pour changer son point de vue et certifier la nomination de Trump. La chef de cabinet de la femme de de la femme de Donald Trump, oui, a démissionné. Le premier chef de cabinet de Donald Trump, qui était actuellement l'envoyé spécial à Irlande, l'a quitté. Son secrétaire d'État l'a quitté. Donc aujourd'hui, Trump se trouve dans une situation où il est vraiment isolé au sein du Parti républicain. Et ça donne raison, bizarrement, à ce que l'un de ses plus proches soutiens, Lindsey Graham, avait dit en 2016, il avait prédit le Parti républicain. Il leur avait dit que si nous investissons Donald Trump, ce sera la plus grande erreur de notre histoire et nous ne nous relèverons jamais de ça. Lui, il parle de la fin du premier meilleur mandat. Oui, et ça, on parlait. Oui, quand le Parti républicain avait décidé d'investir Donald Trump, Lindsey Graham avait alerté à l'époque que s'il le faisait, ça allait être la plus grande erreur du Parti républicain. La conséquence, on l'a vu. Aujourd'hui, c'est un Parti républicain qui est en désuétude, qui n'a plus de leader, qu'on identifie tout simplement comme un grand old party, un parti des hommes blancs d'un âge avancé, et un parti qui refuse de s'ouvrir, d'épouser la marche du temps. Oui. Si vous voyez le Parti démocrate, la diversité du cabinet de Joe Biden, qui a nommé pour la première fois une première amérindienne, une première homosexuelle, une première noire au département d'État, et une vice-présidente qui est noire et asiatique, c'est le reflet, c'est l'appel que Donald Trump que Joe Biden est en train de lancer
au monde entier. Il est en train de dire au monde entier que l'Amérique va revenir sur la scène internationale. Les accords de Obama, les accords sur le climat, qui étaient un succès, le multilatéralisme, toutes ces choses que Donald Trump avait remis en cause, l'Amérique est en train de retourner sur la scène internationale. Et c'est ce qui risque effectivement d'affaiblir encore le Parti démocrate, le Parti républicain, mais surtout le mouvement que Donald Trump a créé à l'intérieur du parti. Oui. Parce que le Trumpisme est devenu une réalité. Je suis sûr que s'il n'avait pas fait ce gaffe, 4 ans plus tard, s'il se présente à l'investiture républicaine... Mais il a été galvanisé par ses militants quand il y a autant de monde devant soi, alors qu'il a perdu les élections, et derrière, qui voit ce beau monde qui est encore là et qui croit en lui. Peut-être que c'est pour cela qu'il en est arrivé à cette extrémité. Parce que lui, Trump, a fait croire à ce beau monde, qui du reste est composé d'hommes blancs d'un niveau moyen, qui sont des sudistes et qui ne connaissent pas la diversité. Il les a fait croire qu'ils ont perdu l'élection parce qu'on les a volé l'élection. Il les a fait croire que c'est... apporter des preuves. C'est ça le problème. Et ces gens-là, effectivement, l'ont cru. Et on pensait qu'en faisant cela, en empêchant la certification, ils vont continuer le système et créer un imbroglio. C'était cela. Et ce qui est regrettable, Aram, c'est que malgré le fait que la mairesse de New York, de Washington DC, ait déclaré l'embargo, tu as vu, la police fédérale n'a pas réagi parce que chacun de ces partisans de Trump avait son arme avec lui, que la deuxième amendement de la Constitution américaine les permet d'avoir, le port d'armes. Plus la liberté de manifester qui est sacrée, qui est le premier amendement de la Constitution américaine, faisait qu'il était matériellement impossible d'avancer avec ces gens, il fallait juste négocier. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est tout simplement que il risque de faire de ces hommes-là des scapegoats, des boucs émissaires, et que lui, son avenir sera effectivement en fonction de ce que un procureur spécial ou bien la nouvelle administration décidera. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, l'Amérique va tourner cette page, l'Amérique va se réconcilier avec le reste du monde, le Parti démocrate va continuer à élargir ses bases dans le sud du pays et au niveau des institutions, parce que même si les Américains ont toujours été pour un divided government, c'est-à-dire quand ils élisent un président démocrate, ils mettent un congrès républicain. Aujourd'hui, on a vu avec la victoire des 2 sénateurs de la Géorgie que le Parti démocrate a désormais la majorité à la Maison-Blanche, à la majorité au Sénat, à la majorité à la Chambre des représentants. Ce qui va les permettre quand même de réconcilier l'Amérique avec elle-même et de créer un certain nombre de politiques qui sera, à mes yeux, la continuité des politiques de Barack Obama et de Joe Biden. Il y a quelque chose qui m'interpelle également, c'est ce que représente le Capitole dans le monde. Je disais tout à l'heure en off que c'est le temple de la démocratie américaine. Comment aujourd'hui ce lieu a pu être, disons, attaqué, vandalisé alors qu'il y avait des forces de sécurité? Ou c'est parce que le dispositif sécuritaire qui est censé être mis en place dans ce haut lieu n'a pas été le cas? Qu'est-ce qui a occasionné cette faille? En tout cas, le chef de la police de Washington, la police fédérale qui est chargée de garder ce temple historique, a reconnu quand même l'échec de la police quand il s'agissait de sécuriser le temple du savoir. C'est quelque chose qu'ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas parce qu'ils étaient naïfs, mais parce qu'ils faisaient confiance à la maturité du peuple américain à dépasser un certain nombre de clivages. Parce que aussi, les hommes politiques, souvent, ont une certaine élégance et une certaine maturité qui permet d'éviter un certain nombre de comportements qui ne sont pas appréciables. Mais malheureusement, avec ces actes qui ont conduit à des morts d'hommes, qui ont conduit à ce que des rednecks prennent le drapeau confédéré. Et toi et moi savons ce que cela représente. C'est le drapeau ségrégationniste, c'est le drapeau de la séparation, c'est le drapeau qui favorise l'esclavage et tout cela. Et l'amener jusqu'au siège du gouvernement américain qui est le Congrès, le Capitole, c'est vraiment quelque chose qui était Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui lieu de reconstruire le contrat social américain? Je crois que l'Amérique a besoin de se réconcilier avec elle-même. Mais il va falloir qu'il y ait un vrai et large débat au sein de la société américaine. Il ne faut pas qu'on continue à penser que l'Amérique, ses institutions, sa police ne sont là que pour favoriser les haves au détriment des have-not, que pour favoriser les riches, que pour favoriser les hommes blancs, que pour favoriser les protestants, que pour favoriser ce qu'on appelle les white anglo-saxon protestants. Tant que l'Amérique ne réglera pas cette question, la réconciliation sera uniquement de façade. Or, cette question, malheureusement, dépasse les contours du gouvernement fédéral.
Obama a été le premier noir président des États-Unis. Plus de noirs ont connu à être tués. C'est des choses qu'il faut régler au niveau du fédéralisme horizontal, c'est-à-dire au niveau des États. Parce que le fédéralisme vertical permet la séparation au niveau des 3 institutions, mais le fédéralisme horizontal, c'est au niveau des 50 États. Il va falloir que dans chacun des États, que ces débats se posent. Surtout si on sait que ce qui symbolise le plus l'injustice aux États-Unis, c'est les crimes qu'on confère aux Noirs et aux minorités. Et que malheureusement, ces polices-là ne sont pas sous l'autorité au niveau des États, ils sont sous l'autorité des maires, ils sont sous l'autorité des gouverneurs. Et souvent, si ces gouverneurs, ces maires et ces attorneys généraux, qui sont généralement des républicains, les ministres de la Justice ou les secrétaires of state qu'ils élisent, qui sont les numéros 2 des gouverneurs, s'ils continuent à penser que l'Amérique doit être tough on crime, s'ils continuent à penser que la police doit être rigoureuse, doit être ferme sur des questions de crime, ce sera encore une manière de ne pas donner une chance à la communauté noire. Or, Mandela a été victime de la même situation en Afrique du Sud. Et quand il est sorti de prison, il a dit que je ne crois pas à l'incarcération, je crois à la réhabilitation. L'Amérique doit cesser le processus d'incarcération et donner une seconde chance à ses citoyens minoritaires, qu'ils soient noirs, hispaniques, asiatiques, et permettre une société où, effectivement, la vision d'une Amérique qui faisait rêver va revenir au niveau de l'opinion internationale. Les chantiers qui attendent le président Joe Biden. En attendant, 2024, ce sera la prochaine élection. Est-ce que Trump peut ambitionner se représenter? On ne sait pas ce que 2024 sera, mais je suis sûr qu'il avait créé un mouvement qui est profond à l'intérieur du pays, des Red States. Si vous voyez les pays rouges du centre et du sud, le Trumpisme est devenu une réalité. Ce mouvement qu'il a créé, le fait qu'il ait fait croire à ces hommes blancs d'un niveau moyen, qui vont à l'église, qui sont des évangélistes, que l'Amérique que vous avez construite, et cette Amérique est en train d'être détruite par une forte communauté d'immigration, par une forte communauté d'Africains américains, par une forte communauté d'Asiatiques, ce discours sous-jacent et raciste divisateur, je crois que est un peu profond en eux. Mais aujourd'hui, en décidant de la sorte, je sais qu'il a perdu le leadership du Parti républicain. Et maintenant, de là à dire que quelque part, il y aura, comme disait l'autre, the myth of Babylon, il y aura something new and beautiful qui va sortir de cela dans le Parti républicain. On pense que ce sera le cas. Mais j'ose continuer à croire que le Parti républicain a besoin de leaders modérés comme John McCain. J'ose continuer à croire que le Parti républicain a besoin de leaders modérés qui se sont affirmés comme l'ancien candidat à la présidence qui avait affronté Obama et qui avait lâché Donald Trump et Jeb Bush, la famille Bush. Je crois que ce sont eux qui doivent prendre responsabilité et reprendre leur parti et en faire ce qu'il a toujours été. Parce que le Parti républicain en soi n'est pas mauvais. Ce sont eux qui ont libéré les esclaves. C'est le parti de Jefferson. C'est le parti d'Abraham Lincoln, je voulais dire. Merci. Merci beaucoup Ali Farid Ndiaye pour ces éclairages spécialistes des questions américaines. Merci également à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments avec la TFM.